effectivement depuis pas longtemps, enfin pas longtemps, tu évolues depuis quasiment 10 ans au sein de Twitter France. Tu t'es occupé de Twitter Allemagne, il me semble d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, exactement. Ça amuse beaucoup mes équipes qui me considèrent un peu comme le goal volant chez Twitter, parce que ça fait 9 ans en fait que je suis là-bas, presque 10 ans. Et ouais, ça doit être mon 5e job, un truc comme ça. Et l'année dernière, effectivement, j'ai profité d'un long congé maternité de la directrice de l'Allemagne pour m'occuper du bureau allemand. Ouais. Alors n'oubliez pas, hein, vous pouvez tweeter donc hashtag RFD, allez-y, faites flamber le tweet. Effectivement, on disait donc tu t'occupais de l'Allemagne il y a quelques temps, quasiment 10 ans que tu es chez Twitter, c'est les 10 ans de l'RFD, coïncidence, je ne crois pas. Dans tous les cas de figure, ce qui est intéressant, c'est que tu as donc une vision de l'évolution de cette plateforme, qui elle a plus de 10 ans, puisqu'elle est apparue en août 2006, si mes souvenirs sont bons, sous forme à l'origine de... Est-ce que vous saviez pourquoi, d'ailleurs, à l'origine, question, est-ce que vous saviez Un livre à gagner oui, tiens, alors on va faire gagner un livre. Est-ce que vous saviez pourquoi? T'es d'accord pour faire gagner un livre? T'es d'accord. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'à l'origine, les tweets étaient composés de 140 caractères? Ah, il y a quelqu'un qui a dit sur la droite, là, j'ai entendu. Est-ce que vous pouvez nous le redire plus fort? Exactement, effectivement. En août 2006, pour tweeter, on passait par les SMS, qui à l'époque faisaient 160 caractères. Hein. On était sur des Nokia 3110. J'ai tweeté par ton Nokia, rien que pour le sport. Et effectivement, si on enlève les 20 caractères de codage, il nous restait 140 caractères utiles. Donc bravo, monsieur. Et vous aurez eu donc un livre que vous récupérerez tout à l'heure, que tu vas amener. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie Pujol. Cette blague est incompréhensible pour les moins de 40 ans. Merde, je l'ai comprise. Donc, on disait 10 ans. Est-ce que tu as vu évoluer cette plateforme? Et peut-être même d'ailleurs, est-ce que tu constates, puisque tu as la chance d'avoir vu la France, l'Allemagne, est-ce que Twitter, qui est une plateforme mondiale, est-ce qu'il y a des particularismes locaux? Alors ouais, il y en a. Il y en a notamment un qui est lié justement à ce qu'on vient d'évoquer en fait sur le nombre de caractères sur un tweet. C'est-à-dire que l'Allemagne c'est pas un secret, a mis plus de temps, on va dire, que d'autres pays, notamment européens, à adopter Twitter. Et puis au moment où on se parle, et où du coup, moi j'ai eu pendant 1 an la chance de pouvoir diriger les activités là-bas, c'est un des pays qui a la plus forte croissance de tous nos pays. Et en fait, un des changements, c'est pas le seul, mais un des changements, en fait, c'est le passage de 140 caractères à 280 caractères, puisque, et c'est pas une blague, pour tous ceux qui sont germanophones, certains mots font déjà 140 caractères, donc c'est très compliqué d'exprimer une pensée sur Twitter en 140 caractères en allemand, et les 280 ont beaucoup aidé dans l'usage. On le voit aussi d'ailleurs, je crois, dans le blog à l'époque de Twitter, ils expliquaient justement les études qu'ils avaient fait. Je crois que c'est aussi en japonais, ça a amélioré pas mal les choses aussi. Voilà, donc il y avait des langues dont les mots sont assez longs, ouais. Et ça simplifiait beaucoup les choses, et donc ça a permis de fluidifier un peu les conversations. Est-ce qu'il y a aussi des différences, des marqueurs vis-à-vis des sujets de conversation ou des sujets de marque notamment? Il y en a nécessairement, il y a des points communs entre les usages en France et en Allemagne. Et puis, il y a quelques différences. Alors, moi, j'ai beaucoup piloté aussi toute la partie développement business, et du coup, le rapport aux marques. Je suis arrivé avec évidemment plein de certitudes. L'Allemagne, forcément, ça va être les constructeurs automobiles. Alors, c'est assez important sur Twitter, mais c'est surtout beaucoup de corporate. C'est beaucoup également d'industrie. Et puis en France, il y a beaucoup de luxe. Donc il y a quand même quelques stéréotypes qui, honnêtement, sont la réalité des industries qui fonctionnent plus ou moins bien dans chacun des pays. Et puis oui, à la marge, il y a évidemment quelques nuances, quoi. Justement, dans ce que tu soulignes, c'est que Twitter est un peu, dans l'exemple typique des marques, le reflet, tu disais, de l'industrie, ou le reflet finalement des secteurs forts dans lesquels se situe chaque pays. Est-ce que par extension, Twitter est quelque part le reflet de la société? Alors, le reflet miroir exact, ce serait prétentieux, mais en revanche... Un thermomètre. Ouais, voilà, exactement. On utilise beaucoup, nous, le terme de ça prend le pouls de la planète, quoi. Donc, en ça reflète, effectivement. Et en fait, il y a beaucoup d'idées, je pense, préconçues par rapport à Twitter et à son usage. J'ai aucune idée ici combien de personnes utilisent Twitter. On va poser la question d'ailleurs. Est-ce qu'on peut allumer la salle un tout petit peu pour qu'on voit
Donc, c'est toujours intéressant, parce qu'en plus, ça va être calibré comme ça. Par levée de main, qui utilise Twitter? Et par utiliser, ça veut dire avoir un compte. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'écrire sur Twitter. Ça, oui, c'est voilà. important. Vous êtes sur Twitter, on va dire. Ouais. Voilà. Vous êtes quand même, du coup, massivement sur D'accord. utilisateur et donc familier il y a quand même pas mal de monde, effectivement. De la plateforme. Et qui, justement, tiens, c'est intéressant, dans tous les gens qui ont levé la main, qui est actif, au sens qui publie régulièrement, puis qui publie sur Twitter. Ouais, c'est ça, c'est la proportion à peu près qu'on constate généralement. C'est ça, ouais. Donc voilà, beaucoup de lecteurs. Beaucoup de lecteurs, beaucoup de gens qui vont liker, parfois retweeter, et quelques producteurs. Et donc, parmi les idées préconçues qu'on peut avoir par rapport à Twitter, c'est de se dire, alors, ce qui n'est pas faux, hein, c'est effectivement les leaders d'opinion sont sur Twitter. On surpondère, comme on dit en études, sur tout ce qui va être conversation politique, personnalité politique, journalistique également. La news se passe sur Twitter. Dès qu'il se passe quelque chose dans le monde, ça se discute sur Twitter. Mais pour autant, ça, news et politique, ça représente environ 20% des conversations sur Twitter. Pas plus. Et pas plus, exactement. Je pense que si on interroge la plupart des gens spontanément, ils vont dire Twitter, c'est ça. Donc 80%, ça va être des news de la politique ou autre. C'est que 20%. Tout le reste, ça va être sur tout un tas de sujets, parfois auxquels on ne pense pas, par exemple, à les volumes de discussion qu'il y a autour du gaming. La communauté gamer sur Twitter, elle est très présente, très puissante, extraordinaire. Voilà, mais c'est vrai que si on ne s'intéresse pas forcément à ces sujets, on n'y est pas nécessairement exposé. On peut y aller parce que la plateforme est publique, donc on peut aller voir certains hashtags, on peut aller, voilà, des fois on voit dans les tendances, ça c'est toujours intéressant. Franchement, j'ai travaillé un peu en études avant, mais c'est vrai que c'est toujours magique. J'adore regarder dans les tendances. Moi, il y a des fois des mots clés, des hashtags qui je comprends pas ce que c'est en fait. Et du coup, je clique dessus et je comprends toujours pas ce que c'est. Alors comme je suis curieux, que je suis têtu, je suis breton, je creuse et au bout d'un moment, je comprends que voilà, c'est certains nouveaux usages sur des nouveaux phénomènes de K-pop, voilà, autres. Et ça permet de rester dans cette pertinence culturelle qui est hyper importante, notamment pour les marques. Tu dis 20%, mais à la fois, c'est peut-être le fait qu'il y a un effet de tam-tam, ou un effet de tropisme. Oui, tu vois, le tam-tam. Un effet de tropisme au sens où les journalistes sont sur Twitter, et l'information, notamment des politiques, passe par Twitter. Ouais. À la grande époque de Trump, on voyait quasiment de la diplomatie qui se faisait par Twitter. Donc, quelque part, il y a du relais dans les médias, écrits, photos, écrits, radio et télé, surtout télé et écrits, qui font que il y a une sorte de mécanisme d'enchaînement, d'entraînement, qui peut peut-être donner cette sensation qu'en fait, il y a ça qui se passe, quoi. C'est une question de perception parce que c'est effectivement des sujets souvent importants qui sont éminemment relayés en fait sur tous les médias aussi. On le voit en ce moment avec Nord Stream, hein, par exemple, où sur Twitter, il y a les différents diplomates, que ce soit la présidente de la Commission européenne, la ministre des Affaires étrangères suédoise, etc. Elles conversent sur Twitter de façon publique autour de ce sujet-là. Donc les grands événements du monde sont en train de se passer, elles le commandent directement, et nécessairement, ces conversations vont être reprises au journal de 20h ou autre, et du coup ça va donner cette perception que l'ensemble des conversations tournent autour de ça. Elles sont importantes, hein, ces conversations, mais l'ensemble des conversations ne se limite pas uniquement à news et politique. Ouais. Est-ce que pour toi, juste pour clore sur ce sujet-là, quelque part, Twitter est devenu une sorte de nouveau communiqué de presse? Alors, il y a beaucoup de communicants qui l'utilisent tel quel. Alors, quand je dis communiqué de presse, ça peut être pour un politique qui a besoin de prendre la parole, ça peut être pour une marque, ça peut être pour... que sais-je? On le voit, je pense qu'une des motivations premières à beaucoup de personnages publics, qu'ils soient d'ailleurs côté politique ou qu'ils soient côté entreprise, on le voit, la plupart des COMEX du CAC 40 sont sur Twitter. Et puis également les célébrités, ceci dit, aux médias et au sens très large, elles reprennent un peu de leur capacité de pouvoir distribuer très rapidement un message. Ce qui est un exercice qui n'est pas toujours simple pour tout le monde. Mais qui permet notamment parfois de donner sa vérité à un instant T et parfois de pouvoir adresser une crise au moment où elle va se développer, quoi. Est-ce que, tu parlais de célébrité il y a quelques instants, on peut aussi penser à tout ce qu'on appelle, de manière abusive ou pas, influenceur, parce qu'on met beaucoup de choses, c'est un mot très, très valise dans lequel on met beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a justement, est-ce que Twitter partage la même... on va dire les mêmes influenceurs, pas les mêmes, mais on va dire la même manière qu'ont les gens d'influencer, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, moi j'ai une vision très particulière là-dessus, que je vais t'énoncer. Elle vaut que pour moi, hein, c'est pas forcément Twitter qui dit ça, je suis pas
que le porte-parole de Twitter, je m'exprime aussi en mon nom. Mais c'est des sujets qui m'intéressent pas mal. Et tu le sais, avant d'être chez Twitter, je travaillais dans des agences et où déjà très tôt ces sujets m'intéressaient. Et alors ça évolue, c'est très mouvant ces notions d'influence. Et après, parce que c'est normal aussi, on ne va pas le reprocher, on va à la facilité, ça devient un mot fourre-tout dans lequel on met tout et son contraire. Et du coup, alors on parlait de standardisation tout à l'heure, c'était super intéressant ce que disait Romain, le nombre de fois où j'avais envie de réagir. Il faudra qu'on poursuive la conversation de vive voix ou sur Twitter. Mais tu aurais pu tweeter. Ouais, voilà, exactement. J'étais en train de me concentrer et de l'écouter. Mais sur cette standardisation, pour le coup, il y a quand même des nuances. Il a raison, hein. Il y a ce phénomène de standardisation qui se passe. Je ne trouve pas que ce soit un bien. Mais force est de constater qu'elle existe. Mais néanmoins, des flits, des stories sur Twitter qu'on a sacrifié. C'était pas mon truc personnellement, donc je suis content. Ça nous ressemblait pas forcément, quoi. Donc il faut pas essayer de ressembler à ce qu'on n'est pas. On a d'autres points de force, comme le live, évidemment, parce que Twitter c'est le direct et où on est beaucoup plus fort que les autres. Essayer d'aller copier, non. Alors on est souvent copié, hein, ceci dit, effectivement, hashtag et d'autres, mais les threads et plein d'autres choses. Pour revenir à notre sujet, sur l'influence, il y a un amalgame qui est fait pour moi entre popularité et influence. C'est-à-dire que sur certains réseaux, et je ne suis pas en train de nous comparer en disant l'un c'est mieux que l'autre, on est les plus forts ou autres, c'est juste très différent. Et donc il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles c'est plus une notion de popularité. Donc vous avez des comptes qui sont devenus des médias en soi, c'est comme ça. Ils sont suivis par des millions de personnes. Et donc, quand ils vont distribuer un contenu, il va y avoir un impact qui est immédiat. La portée est importante, mais en revanche, le message s'arrête automatiquement, directement. Il y a une portée, un premier rideau, fin de l'histoire, c'est très top-down, ça s'évanouit relativement rapidement. Quel exemple, par exemple? Et l'impact est... exemple de compte pour illustrer? Non, mais ça va être tous les influenceurs qui ont été cités dans le reportage de complément d'enquête, par exemple. Ils distribuent un message, c'est devenu un médium comme un TF1 ou d'autres. Voilà, on est sur une de volume, en fait, soudain. Exactement. Sur Twitter, alors c'est à la fois plus magique, beaucoup plus complexe à maîtriser, c'est beaucoup plus diffus. C'est-à-dire qu'on voit tous les jours, et ceux qui le pratiquent, j'imagine vous y êtes exposés, plein de comptes qui vont avoir 200 followers et qui d'un coup vont faire des millions de vues. Parce que ça va être retweeté, parce que la conversation, qui est vraiment la base de Twitter, la conversation publique, va engendrer de l'exposition, des commentaires ou autres. Et puis cet effet boule de neige, il va se passer, et du coup va influencer via le débat, soit des opinions, soit en tout cas vont permettre aussi d'exposer certains types de contenus, et ça arrive très régulièrement. Et ce qui arrive encore aussi très régulièrement, et ça c'est intéressant en tant que communicant, c'est d'arriver à essayer d'imaginer un monde où chaque réseau n'est pas en silo, quoi. Et Twitter, c'est vraiment la couche conversationnelle d'Internet, et des événements, je pense qu'il y a la démonstration ici avec le hashtag, et du coup il y a plein des fois de contenus qui peuvent vivre sur d'autres plateformes et qui à un moment vont être boostés sur Twitter, vont repartir sur la plateforme, et c'est très bien comme ça, c'est pas grave, c'est pas des propriétés privées, gardées, chasse gardée. Du coup il y a des vidéos, j'ai en tête une vidéo d'une mère qui filme ses enfants sur TikTok parce que ils ont un week-end de 4 jours, ils dansent et tout, ils font du playback sur un truc de Usher, et la vidéo est reprise par quelqu'un sur Twitter. Usher voit la vidéo, commente la vidéo, et donc elle explose littéralement, et elle fait 50 millions de vues sur Twitter, alors qu'à l'époque elle en faisait, je sais pas, même pas 100 000 sur TikTok, mais après c'est revenu fuelé, on va dire, catalysé aussi sur TikTok. Donc tout ça, c'est des synergies qu'il faut avoir évidemment en tête quand on est communicant, ce qui n'est pas simple, hein. Évidemment, de pouvoir essayer de comprendre comment tout ça va jouer ensemble, quoi. Est-ce que Twitter, justement, c'est une plateforme qui a la caractéristique d'avoir une certaine horizontalité? Tu donnais l'exemple de Usher qui a vu la vidéo, qui a aimé. Ça nous est arrivé, peut-être à vous, je ne sais pas. Ouais. Je sais que ça t'est arrivé, moi aussi, de parler de quelqu'un ou d'un sujet et d'avoir la personne référente qui vient nous répondre, ou ne serait-ce que manifester son intérêt, ce qui est très flatteur et à la fois c'est très surprenant. Est-ce que c'est une particularité de Twitter? Parce que sur Instagram, ça peut arriver aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui a une caractéristique? C'est vrai qu'il y a cette forme d'horizontalité, et qui sont forcément des moments magiques, hein.
il ne faut pas hésiter à interpeller. Et alors, bon, c'est intéressant. Bon, alors, en termes de fan attitude, donc effectivement, un jour, j'ai fait un tweet et j'ai Peter Hook de New Order qui a liké mon tweet. Et c'était pour moi voilà, un moment qui restera à jamais. Tu l'as mis sous verre. Donc voilà. Mais c'est des choses qui arrivent. Et notamment, c'est intéressant d'un point de vue aussi et communication et d'un point de vue même business. C'est-à-dire que là, pour le coup, qu'on soit CAC 40 ou qu'on soit une PME, ou qu'on soit. Enfin, il y a le nombre de fois où Twitter, le nombre d'histoires qu'on nous rapporte de gens qui se sont rencontrés, qui ont fait des affaires ensemble, qui ont été recrutés, qui ont été, enfin, ça crée des liens et du coup, ça permet. Quand on dit que Twitter est très rapide, en fait, ça raccourcit aussi justement ce lien via cette horizontalité de pouvoir contacter. Ça marche pas systématiquement, évidemment. C'est pas parce que si vous êtes fan de Cher, vous le contactez là, il va vous répondre. Mais en tout cas, la probabilité est probablement plus grande qu'ailleurs. D'autant qu'en plus, il y a moins, enfin, on est moins sujet aux algorithmes que d'autres. Alors, ce matin, Nicolas nous faisait un mapping, nous montrait justement comment les communautés... Je suis très fan des mappings de Nicolas. Oui, il fait très belles choses en couleur et tout. On voit que des fois, les communautés se connectent. On voit des choses qui se connectent, qui ne sont pas forcément des communautés à la base qui se parlent, mais qui, à un moment, vont se cristalliser autour d'un sujet. Est-ce que c'est une caractéristique de cette plateforme aussi, de connecter des plateformes, des communautés qui n'étaient pas forcément à l'origine amenées à se parler? Ouais, ça arrive des fois de façon naturelle. Et alors, du coup, ce qu'on essaye des fois, c'est d'encourager quand ça a du sens. C'est pour aussi certains des marques et des annonceurs d'arriver à utiliser ce levier-là. Parce que là, d'un coup, tu décuples tes capacités d'exposition et une fois plus de conversation. Donc, tu as tout un tas de communautés. Elles sont vraiment très, très, très nombreuses. Je parlais communauté gamer ou K-pop. Il peut y avoir la communauté récemment, tout ce qui est crypto, NFT, toute la conversation sur Twitter. C'est hyper puissant. Donc, à chaque fois, on voit ces communautés arriver. Après, tu as le droit d'aimer la K-pop et également t'intéresser au Bitcoin, quoi. Enfin, tu vois, donc, du coup, voilà. Le truc, c'est d'arriver à... Et c'est là où il y a, à mon avis... Enfin, c'est passionnant de voir tous les instituts d'études et de recherche qui travaillent notamment en utilisant Twitter d'un point de vue insight. On a une des API les plus ouvertes. Les tweets sont publics, ils sont accessibles. Et du coup, c'est autant de signaux qu'on peut travailler, essayer de comprendre, et puis derrière, du coup, de pouvoir adresser via des ciblages qui soient pertinents, d'être au plus juste, d'adresser les bons contenus aux bonnes personnes. Et typiquement, Louis Vuitton l'a très bien fait. Évidemment, chacune des marques de mode et de luxe se tape un peu la bourre pendant les Fashion Week pour essayer d'avoir le plus grand nombre de gens qui vont voir leur défilé. C'est des moments assez courts. Et donc là, en fait, comme ils se sont associés avec BTS, qui est un des groupes de K-pop les plus importants, dont la communauté est absolument dingue sur Twitter, communauté pas que en Corée, hein, en France, partout, c'est phénoménal. Je te crois si tu le dis. Ouais, voilà. Jusqu'à ce qu'on m'y expose, moi pareil, j'y croyais pas. Hein. C'est extraordinaire. Et du coup, en fait, ils les en ont fait des ambassadeurs. Et en fait, toute la communauté K-pop s'est intéressée. Et voilà. Et quand ils ont les moyens, s'achètent des accessoires, hein, Louis Vuitton. Est-ce que, alors on le voit logiquement, enfin on le voyait tout à l'heure dans la présentation juste avant, qui pointait du doigt le fait qu'il y avait une accélération des usages qui s'était passée, hein, parce que c'était intéressant, je trouvais le rapport entre 2012 et 2022 par exemple. Et 2032, et tu sais, pour le coup, tu as absolument raison, mais ça ne te surprendra pas, Romain, mais notamment sur la partie environnement, choc climatique ou autre, et responsabilité. C'est déjà le cas, nous, parmi les plus grands partenaires qu'on a, des CAC 40 ou autres. J'ai jamais vu autant de discussions ces derniers mois sur une espèce de nouveau, ça n'en a pas le nom, mais de label de collaboration, tu vois, en gros montrer patte blanche, enfin ouverte en l'occurrence, sur montrer qu'on veut travailler entre entreprises responsables sur le sujet notamment de l'environnement, empreinte carbone, etc., etc. Et ça devient, ça l'a été, mais là ça s'accélère sur sujet business également, avec qui on travaille, ce qui est amusant, parce que avant, il y avait des responsabilités aussi sociales, hein, on ne travaille pas avec n'importe qui, il faut pouvoir, là aussi, montrer qu'on est sérieux sur tout un tas d'items. Honnêtement, la notion d'empreinte écologique n'était pas si importante, ça le devient vraiment, quoi. Ça pouvait être du greenwashing aussi, il ne faut pas se mentir. Oui, mais là, aujourd'hui, c'est en gros, parmi leurs partenaires médias, ceux qui ne vont pas cocher les cases feront plus partie des plans.
Enfin, ça devient très, très concret. Donc, je faisais donc référence à la présentation de Romain, qui finalement nous a montré qu'il y a une accélération des usages. Souvent, quand on parle de Twitter, on parle de Twitter comme en disant que c'est une plateforme qui est assez violente, au sens les échanges sont violents, pas la plateforme. Bien entendu, il faut toujours distinguer l'outil de l'usage qu'on en fait. Parce qu'avec un tournevis, on peut tuer quelqu'un ou on peut monter un meuble Ikea, ou tuer quelqu'un avec un meuble Ikea et un tournevis, faites comme vous le voulez. Dans tous les cas de figure, voilà, il faut pas. T'es un bon scénariste. Tu devrais écrire, j'ai peut-être une idée pour Netflix. Et donc, le fait est que on parle souvent de cette notion de, on va dire, de violence dans les échanges, pas tous, mais on l'a vu par exemple sur des sujets autour des vaccins, par exemple. Donc à la fois c'est un dialogue de gens qui pourraient se rencontrer dans la vraie vie et qui échangent, si ce n'est que peut-être qu'en ligne, le fait d'être derrière un écran fait qu'on prend moins de gants. Est-ce que tu as constaté ça, ou est-ce que pour toi c'est un épiphénomène qui finalement n'est juste que grossi par le fait qu'on regarde ça un peu comme on regarderait les avis négatifs sur Google, parce que les gens qui sont pas contents vont gueuler, mais en fait il y a plein de gens contents qui le disent pas. Ouais, alors les gens mécontents ou les gens qui s'expriment mal, effectivement, ils sont partout. Le fait que nous, ce soit public, c'est aussi plus visible. Donc il y a un effet loupe là-dessus. Dieu merci, quand tous les ans, il y a pareil des instituts qui s'amusent à regarder quels sont les emojis les plus utilisés tous les ans. Généralement, c'est le smiley qui rigole, genre mort de rire, qui est celui qui est le plus utilisé. Donc ça nous rassure un petit peu. Ensuite, ces conversations, il faut en fait différencier deux types de conversations. Il y a les types de conversations qui n'ont pas leur place sur Twitter et sur lesquelles on agit. Il y a celles qui ne sont pas forcément agréables, mais qui ont leur place dans un principe de liberté d'expression. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, et c'est comme ça. Il peut y avoir ce ressenti, on va dire, de violence. Néanmoins, une fois de plus, c'est dans le débat, parfois, que les choses sont intéressantes. Il faut pouvoir accepter les critiques, etc., etc. Mais sur l'autre partie, qui quand même pourrit l'ensemble des... et une fois plus, ça vaut pour nous comme ça vaut pour les autres. Hein. Oui, c'est un sujet qui est commun, mais qui est un vrai sujet de société. Forcément, en tout cas, nous, à notre niveau, on l'adresse depuis maintenant... ça a toujours été un sujet important. C'est devenu pas seulement un sujet important, mais le premier sujet de l'entreprise depuis... ça fait 3-4 ans que notre fondateur et ancien CEO a décidé de mettre un maximum de moyens sur ce sujet pour garantir la sérénité de la conversation publique. Et du coup, on met en place tout un tas de mesures, à la fois sur nos policies. On a été la première plateforme à interdire la publicité pour la politique, par exemple. À la fois sur le produit même qu'on développe. Donc maintenant, pour ceux qui sont des utilisateurs réguliers, vous avez vu que vous pouvez choisir qui peut répondre. Donc c'est le conversation control, exactement, à qui peut adresser la réponse. On peut masquer certains des commentaires, il y a tout un tas de choses là-dessus. Puis il y a les partenariats avec des tiers qui justement nous aident à mesurer et à garantir que l'environnement est de plus en plus sain. Et vous restez à la fois une plateforme assez libre ou libertaire, puisque quand on met un téton sur Twitter, il n'est pas sanctionné, contrairement à Instagram. Ça fait partie de notre ADN. Alors justement, pour finir là-dessus, sur la partie, tu disais, sur la partie un peu future, tu disais il y a quelques instants que vous testiez certaines choses, notamment les questions de restreindre certaines publications, faire en sorte de les cibler mieux. Il y a l'éternelle question de est-ce qu'on éditera un jour des tweets. Et justement, c'est la question au sens où vous testez un système, on va dire une version payante de Twitter. Et ça, c'est nouveau parce que jusqu'à présent, on était habitué à avoir cette notion de service gratuit, donc monétisation des données. Là, vous testez un truc qui s'appelle Twitter Blue, où notamment il y a, entre autres, l'option de pouvoir éditer un tweet sur des conditions très spécifiques. Ça, c'est un des futurs de Twitter. Probablement. Je dis probablement parce qu'on itère beaucoup. On essaye beaucoup de choses. Tu citais tout à l'heure les flits. On a essayé. Franchement, ça ne marchait pas. Je ne suis pas trop surpris parce que ça ne correspondait pas. On a arrêté. Voilà. En revanche, il y a d'autres choses qu'on teste et puis ça fonctionne, donc on continue. Donc là, en l'occurrence, Twitter Blue. Les Spaces, on parlait de la voix tout à l'heure. Les Spaces qui continuent leur vie de manière très exactement. Ouais, Spaces, c'est une belle histoire. Pareil, ça se teste. On ne sait pas où l'histoire va nous amener. Puis ça fonctionne super bien. Je ne sais pas si vous avez vu hier soir, il y avait Romain Molina, journaliste foot, qui a fait un space. Il avait les 2 premières tendances, c'était pour lui en France. Il a fait 100 et quelques mille auditeurs sur son space qui a duré 2 heures. Moi, quand j'y suis allé, il y avait une pointe à 25 000 en simultané.
Donc, ça fonctionne. Après, c'est pas l'avenir de Twitter, c'est juste une brique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, je pense, dans l'évolution entre d'où on vient il y a 10 ans et où on va peut-être se projeter dans les 10 prochaines années, il reste une espèce de singularité, c'est le tweet. Alors, il est passé de 140 à 280, on a rajouté de la vidéo, donc voilà, ok, il s'enrichit. Mais c'est toujours la même chose, c'est comment on communique en temps réel, c'est live, public, conversationnel, c'est toujours ça. Puis après, la conversation, elle peut être aussi en audio. Alors du coup, on a créé la Spaces. Et du coup, c'est une brique supplémentaire. Ça ne fait pas l'avenir à soi tout seul, mais tout ça vient continuer en fait à enrichir en fait l'expérience Twitter. Mais alors justement, pour finir, pour répondre des questions, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait été ébauché par Jack Dorsey, un des cofondateurs de la plateforme et qui est parti depuis. Il rêvait d'un Twitter décentralisé. Alors c'est intéressant quand on parle de Web3 et de la notion de décentralisation. Lui rêvait d'un Twitter où quasiment chaque utilisateur aurait son propre algorithme et sa propre manière de voir le monde. Qu'est-ce que tu en dis de ça ? Je dis que c'est... je suis assez fan de notre ancien fondateur, donc je ne vais pas être très objectif, mais j'ai toujours trouvé très visionnaire sur plein de sujets. Donc du coup, ça m'intéresse forcément. Je suis pas en mesure de savoir si ça préfigure l'avenir ou pas et si ça réussira. Mais en revanche, c'est une version hyper intéressante. Effectivement, quand parfois on me pose la question de alors Twitter, le métaverse. Non, on laisse ça à d'autres, très bien, qui y aillent s'ils veulent. En revanche, la notion de Web3, elle est intéressante, la décentralisation via des technologies blockchain ou d'autres, en l'occurrence pour Blue Sky, c'est décentraliser, effectivement, c'est d'essayer de se dire que l'évolution naturelle des réseaux sociaux, parce qu'une fois plus, Twitter en fait a lancé la démarche. On est fondateur et on a mis des fonds dedans au départ, mais après, ça vit en indépendant et il y a d'autres personnes qui viennent également s'associer à ce projet-là. Blue Sky, c'est le nom du projet. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir en fait un protocole comme un standard. Sur le web, c'est HTTP, voilà. Et là, ce serait Blue Sky, qui serait en fait un point commun, mais qui serait plus dans... Alors, c'est très complexe, c'est très ingénierie, hein. Mais en gros, d'être plus dans le principe de contribution versus le principe de contrôle et de possession. Donc en fait, ce qui l'inspire beaucoup, Jack Dorsey, c'est notamment Bitcoin. Donc on est proche de ce principe-là de décentralisation, comme avec les banques et systèmes financiers, de faire la même chose sur la partie réseaux sociaux, et où chacun irait en fait piocher et construire sa propre expérience. Voilà. Twitter au travers d'un langage commun que Twitter aurait poussé. On va prendre quelques questions. Apparemment, il y a des questions, je crois, en ligne. Il y en a peut-être dans la salle aussi. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle ? On a des questions en ligne. Ça tourne beaucoup autour de la modération. On prend ou pas ? Laurent, on prend ou pas ? Question sur la modération. Est-ce que tu peux essayer de peut-être nous condenser un peu l'idée ? Je synthétise ça, puisque tu disais tout à l'heure, Laurent, que Twitter, dans son ADN, avait la liberté d'expression, ce qui amène aussi d'avoir des sujets avec des contenus qui peuvent être illicites. On parle notamment là, de drogue, par exemple. Comment est gérée justement la modération chez Twitter ? Est-ce que ce sont des humains ? Est-ce qu'il y a une couche de bot qui va traiter ça ? Grosso modo, c'est la question. Oui, là-dessus, on a tous plus ou moins les mêmes modèles. On n'a pas tous les mêmes moyens, mais on a tous à peu près les mêmes modèles, à savoir effectivement des systèmes informatiques. Alors beaucoup, basés sur l'intelligence artificielle qui s'est améliorée, parce que autant dire que quand on a créé Twitter, l'intelligence artificielle, c'était pas encore vraiment là. Mais ça nous aide effectivement à détecter et à abattre tout un boulot, parce que Twitter, c'est 550 millions de tweets par jour. Je pense que le cerveau humain n'est pas capable d'imaginer en fait en termes de bruit ce que ça représente. C'est pas pour nous disculper ou essayer de trouver des excuses. C'est juste que c'est beaucoup de données tous les jours. Donc il faut arriver à avoir des systèmes qui, Dieu merci, par la technologie, s'améliorent vraiment de semaine en semaine et du coup nous permettent de traiter beaucoup plus de data, même de façon proactive parfois. Et puis après, il y a la couche humaine, qui est importante aussi. Et voilà. Et dès qu'on a les moyens, on continue à renforcer cette partie aussi humaine. Il n'y a pas une volonté de faire de la modération crowdsourcée, un truc qui s'appelle Birdwatch ? Exactement. Alors ça, c'est aussi... alors c'est en cours de test actuellement, mais les premiers résultats qu'on a, je ne suis pas sûr qu'on ait encore communiqué dessus, mais en tout cas, les premiers résultats qu'on a sont très, très positifs et très bons. Donc on va, pareil,
l'avenir de Twitter, il y a cette partie-là aussi. Et Birdwatch, c'est ni plus ni moins en fait que, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes utilisateur Twitter, j'espère que ça vous arrive à chaque fois, mais quand vous voyez un contenu, moi, il m'arrive de voir, alors que ça peut être pour un truc pas sérieux du tout, hein, une image, un truc marrant, mais je me dis, mais j'ai déjà vu ça. Je vais ouvrir, je vais regarder dans les commentaires. À chaque fois, il y a quelqu'un qui va dire, ouais, t'es gentil, tu l'as volé ce truc-là. Voilà le tweet source. Voilà, ok. Et puis sur des sujets un peu plus graves et nettement plus importants, on en citait tout à l'heure la partie vaccination par exemple, c'est la même chose. C'est-à-dire que comme c'est public, à un moment, il y a moyen, par des gens qui ont des autorités, qui ont des sources officielles, de débunker à tout moment les bêtises qui peuvent être dites. Donc ça, c'est fait. Et en fait, Birdwatch, c'est l'idée de pouvoir le faire sur le tweet même. C'est-à-dire que les gens n'aient pas à ouvrir et lire l'ensemble des commentaires pour le voir, et c'est d'avoir des espèces de modérateurs crowdsourcés, donc on est sur le même principe qu'un Wikipédia en fait, pour pouvoir donner une source qui vient donner en fait des éléments de compréhension autour d'un message, et du coup après libre à chacun de penser ce qu'il veut. Une question dans la salle, on n'en prendra qu'une parce qu'on est un peu pris par le temps. Il en faut une quand même. Pas de questions? Ah bah attends, Margot alors. Margot ? J'ai pas de questions parce qu'en plus, j'ai une confession à faire. Oh. Je ne tweete pas. Voilà, je suis désolée. Comme en plus, c'est dommage parce que je parle allemand. Donc là, apparemment, j'aurais pu m'éclater. Mais je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi je ne suis pas sur Twitter. Mais j'aimerais apporter, attention, culture, un petit complément d'information par rapport à quelque chose que vous avez abordé tous les deux, quant à la présence ou pas d'influencers sur Twitter. Eh bien, figurez-vous que vous avez la chance d'avoir un réseau un petit peu mieux peut-être fréquenté que les autres. Récemment, sur France Inter, attention, gros truc de cultureux, il y avait un invité qui était un membre d'une agence qui représente des créateurs de contenu. Et on lui a demandé si ses poulains et pouliches étaient sur Twitter. Et il a répondu « Non, ça, on leur conseille pas trop ». Voilà. Et ça m'a fait rire parce qu'il a dit qu'il les tenait à distance parce que c'était trop dur. Et je me suis dit, oui, c'est sûr qu'être sur Twitter, ça requiert des capacités rédactionnelles. Et je pense qu'ils auraient tout simplement fait un burn-out. Voilà. Il y aurait un claquage neuronal, oui. Exactement. C'est possible. Donc, le réseau VIP, voilà. C'était juste cette info. Merci Margot. C'était parfait. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Je ne me demande même pas si Nicolas a un truc à dire. Il y a une question. Il y a une question là. Ou une question encore. Je pense que c'est David. C'est David. Il est dans le noir, donc on ne le voit pas. On essaie de faire question courte, réponse courte. Allez. Désolé. C'était peut-être redondant avec la dernière question en ligne, mais qu'est-ce qui vous fait cauchemarder en tant que DGA de Twitter France ou qui pourrit vos journées? Est-ce que c'est la modération, typiquement? Chez Google, c'est de lutter contre le spam. Et après, de manière un peu plus légère, est-ce qu'il y a une exception française? Est-ce qu'on râle plus que les autres? Ou est-ce que finalement, il y a d'autres pays qui râlent énormément sur Twitter aussi? Alors, court, ça va pas être simple. Je pense qu'on a culturellement en France cette notion cette volonté de débattre, de s'exprimer, de la politique est importante, ce genre de choses. Donc nécessairement, c'est peut-être un peu plus important en France que dans d'autres pays où on est vraiment à nettement moins de 20% dans d'autres pays. Donc oui, c'est un petit peu spécifique à la France. Mais une fois encore, moi, ça ne me fait pas cauchemarder parce que je sais que c'est qu'une partie et que la société, elle est également faite de ça. Donc moi, on en parlait tout à l'heure, moi, Twitter me fait beaucoup, beaucoup rire. Il y a des gens extrêmement talentueux dessus et tous les jours, j'ai des fous rires grâce à Twitter. Et c'est mon expérience parce que j'ai réussi à construire la timeline qui va, parce que, voilà, et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Dieu merci, il n'y a pas que... c'est la partie que vous évoquez, quoi. Merci Laurent, en tout cas, d'être venu pour la deuxième fois. Merci. De rien. Laurent. Merci pour l'invitation. Ce qu'il faut signaler quand même, c'est que Laurent, quand je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux venir à l'IRFD une deuxième fois? Déjà la première fois, je n'étais pas sûr qu'il accepte. Et la deuxième fois, il m'a dit, mais bien sûr, il n'y a aucun souci, j'ai passé un bon moment, donc c'est cool, merci. Merci Laurent. C'est adorable, merci beaucoup.